Donc, bonjour à tous, je m'appelle Xavier Dubreuc. Moi, je suis technicien conseiller en maraîchage dans le sud-est essentiellement. Et je suis conseiller privé pour des producteurs de melons et de salades. Je suis technicien depuis 25 ans. J'ai fait mes débuts à Agen d'ailleurs. Je suis technicien privé depuis 15 ans et depuis 6-7 ans, j'écoute sur Internet, sur YouTube, Konrad Schreiber, Lucien Segui ou Frédéric Thomas. Et donc, grâce à l'outil Internet, je découvre il y a quelques années l'agriculture de conservation des sols. Et au fil du temps, je me dis, oui, et alors, comment adapter ces règles de la conservation des sols aux cultures que je conseille au quotidien. Et du coup, je fais des essais. Et donc, je vais vous présenter quelque chose qui n'a rien d'exhaustif sur les solutions, sur les systèmes de culture possibles dans la salade et le melon dont je vais vous parler, mais un exemple de la démarche que j'ai entreprise qui mérite amélioration évidemment. C'est assez nouveau pour la salade et c'est plutôt très bien rodé déjà pour la culture du melon, même si on ne va pas jusqu'au bout de la démarche de la conservation des sols en termes de respect des grands principes de l'agriculture de conservation. Donc d'abord, je vous parle un petit peu de la salade. Donc moi je m'occupe de 150 hectares de serres de salade dans le sud-est. Un conseil complètement intégré de la préparation du sol, du choix variétal, la fertilisation, etc., l'irrigation. Et donc, la question que je me pose, c'est comment faire, comment respecter les techniques de conservation des sols pour une culture de salade et quel argument donner à l'agriculteur pour dire tu devrais t'y intéresser parce que c'est bien c'est bien d'un point de vue général. Donc si on se place d'un point de vue connaissance scientifique, etc., on va dire que c'est bien pour la vie du sol, etc., la biodiversité. Et pour l'agriculteur, tous les agriculteurs ne sont pas sensibilisés loin de là à ce genre de choses. Et donc l'agriculteur, lui, il a besoin d'autres arguments pour être encouragé à s'engager dans ce genre de démarche. Et donc, voilà des arguments que quand je les mets en avant auprès des agriculteurs, ils sont largement entendus. C'est de dire, dans tes serres, si tu arrêtes de travailler le sol, tu vas pouvoir replanter ni plus ni moins le jour de la récolte, puisque non, pas de travail du sol, donc pas de temps à perdre à attendre que le sol sèche, etc. Ensuite, le non-travail du sol et un respect de la structure permet une mise en place des cultures très rapides pour arriver à augmenter le nombre de rotations en serre. Ce que j'appelle rotation, c'est que dans le sud-est, entre l'automne et le printemps, on a le temps de faire 1 à 3 cultures de salade successives. Et au moins, on perd de temps entre les cycles, au plus on fait de salade. Donc ça, c'est de la productivité, comme Konrad Schreiber le disait, l'augmentation du rendement, non pas par le rendement par culture, mais le rendement au mètre carré au final. Donc ça, c'est un sujet qui est largement entendu par les agriculteurs. Un autre sujet aussi, c'est la question de l'aspect sanitaire des cultures. C'est que la salade, elle est sensible à un certain nombre de champignons telluriques, de virus transmis par des champignons du sol, par du sclérotinia, du botrytis, bon, bref, un ensemble de contraintes pathogènes qu'on se dit que si on pouvait mieux gérer par une approche agronomique différente, ça aurait un impact très positif. La dernière chose à dire, c'est que dans le système sud-est, mais je suppose que pour le sud-ouest sous abri, on est un petit peu dans le même cas de figure, c'est que l'entretien, si on peut dire, l'entretien des sols et son travail représentent, d'après moi, 3 à 4 000 euros de l'hectare par an en termes de travail du sol, d'entretien de matière organique, parce qu'on passe du temps à faire du rotavator, du sous-solage, et je te passe je ne sais pas combien de fois, donc on détruit de l'humus. Et donc les agriculteurs, le modèle classique, c'est d'apporter 3 à 4 tonnes de matière organique compostée, c'est sur N de 10, donc ça représente des sommes très importantes apportées chaque année.
juste pour maintenir un taux de matière organique autour de 2,5% avec des apports aussi importants. Voilà, donc ça c'est une chose. Et ensuite, l'approche actuelle quand on ne respecte pas les rotations culturelles, le modèle principal pour le sud-est, c'est melon au printemps et 1 à 3 salades dans la période automne, hiver, printemps. Ce non-respect des rotations culturelles pose des problèmes aussi de maladies de sol qui nécessitent des désinfections de sol estivales, chimiques ou par solarisation, qui sont également un coût. Et donc, quand je parle de 3 000, c'est 3 000 à probablement 4 000 euros, voire 5 000 euros par an d'entretien du sol dans le système agricole classique. Donc, quand on dit ça à un agriculteur, là, il écoute parce qu'il se dit, respect de l'environnement, tout ça, éventuellement, il s'en fout. Mais respect du portefeuille, ça peut l'intéresser énormément. Voilà. Alors, j'ai fait un essai l'année dernière. Le sorgho fourragé dans le sud-est représente environ déjà 50% des surfaces, probablement, de serres. Le parc de serres, il doit être d'environ 800 hectares, je crois, dans le département Vaucluse-Bouches-du-Rhône, Gare-Hérault. Et lorsqu'il y a du temps en été, ça fait depuis au moins une vingtaine d'années qu'en routine, les agriculteurs mettent du sorgho fourragé. Donc l'idée que j'ai eue dans mon essai, c'est de dire, tiens, on va faire un sorgho fourragé, mais profitant de formidables potentiels racinaires de cette plante, on va essayer de cultiver une salade sans travailler le sol derrière ce sorgho fourragé. Donc on a fait un sorgho fourragé de 75 jours environ, qui est monté jusqu'à 1,80 m, 1,90 m, et on l'a couché, tout simplement. On a couché ce sorgho. Alors, il n'était pas encore en épiaison, mais bon, c'était pour les nécessités de l'essai, il fallait le coucher. Voilà, donc on se retrouve avec une couche de paille importante. En général, dans le sud-est, on dit que le sorgho produit 15 tonnes hectares de matière sèche, c'est-à-dire quelque chose de très conséquent. C'est une plante fabuleuse, le sorgho. Sorgho fourragé, le Sudengrass, variété Piper. Donc ça a été couché et l'idée c'était de planter la salade directement, mais le couvert était trop épais pour pouvoir dégager cette paille facilement et déposer les plants de salade. Donc on a décidé de passer un coup de broyeur pour réduire un peu cette paille. Donc c'est ce qu'on a fait. Et ensuite on a une contrainte dans ce système, c'est qu'on n'a pas utilisé de paillage plastique, sachant que pour vous expliquer un peu, le principe c'est sur un système de culture classique, on met du paillage plastique pré-percé sur toute la surface du sol et les planteurs de salade ne se contentent que de poser les plants de salade à l'endroit du trou en face de la terre. C'est un système de plantation de motte posée et pas enfoncée. Dans ce système-là, on ne sait pas où mettre les plants de salade. Du coup, on a sorti un outil qui m'allait bien pour une raison simple, c'est que les dents sont toutes les 30 cm, et 30 cm, c'est la largeur entre les lignes de salade, donc ça m'allait bien. Donc on a griffé à très très faible profondeur, c'est 5 cm maxi, juste pour avoir une ligne de plantation pour les planteurs. Donc on a déposé nos salades dans ces sillons, donc là on voit la paille qui a été broyée, elle est là. Pour des raisons un peu expérimentales, j'ai voulu mettre du P17 sur une partie et de mettre du paillage aussi, puisque le paillage il a un impact sur la croissance des salades, et donc je ne voulais pas faire un échec de l'essai à cause d'un critère supplémentaire testé. Voilà, donc là on est en début de culture, donc ça doit avoir 15 jours, 3 semaines. Bon, ça se met à pousser normalement. Conduite tensiométrique pour surveiller l'humidité du sol, puisque là, on n'est pas en sol vivant. Je ne savais pas du tout où on allait en termes de dynamique de l'eau dans le sol. Et du coup, un bon suivi avec un tensiomètre, ça marche très très bien. Et en parallèle, j'ai fait aussi un suivi très régulier au nitratest pour vérifier que les salades sont en bon confort azoté, puisque on n'a pas mis de fumure de fond, du fait qu'on n'a pas travaillé le sol.
Le fait de ne pas travailler le sol, ça réduit aussi la minéralisation, etc. Donc je me suis dit, il ne faut pas non plus que l'essai soit raté pour des raisons de problèmes de fertilisation. Et donc il y a eu nitratest et il y a eu complément de fertilisation par l'aspersion, où on a mis, pardon Conrad, du nitrate de calcium, nitrate de potasse, hein, voilà, pour nourrir les plantes et pour les mettre à un niveau de confort azoté. Voilà, donc les salades, ça pousse bien. Alors pour une logique d'essai, j'ai aussi choisi les variétés les plus vigoureuses que je connais. Hein. Donc j'ai fait de la Batavia et de la feuille de chêne blonde, mais en prenant les variétés les plus vigoureuses qui soient, en me disant que sur une culture non paillée et sans travail du sol, j'avais besoin d'un matériel végétal qui soit suffisant. Encore une fois, pour ne pas me dire à la fin, j'ai mis un matériel végétal trop faible et qu'il serait dommage de rater un essai pour ça. Donc j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté. Là, on est en fin de culture. Au final, ça pousse bien. L'agriculteur, il a dit, bah, c'est aussi bien qu'à côté avec travail de sol. Hein, voilà, donc ça, c'est la feuille de chêne blonde. Et au final, culture impeccable. Donc là, on a gagné beaucoup de temps de travail. On a respecté le sol. Et derrière, l'agriculteur, il a fait une tomate qui est en cours et qui a été travaillée le sol en strip-till, c'est-à-dire qu'on a travaillé que les lignes de plantation. J'avais fait un profil de sol, je lui avais dit qu'il pouvait planter directement, mais il n'a pas osé. Mais en attendant, le passage de strip-till qu'il a fait s'est fait dans des conditions très faciles, que c'est le chauffeur de tracteur qui est venu me dire « c'est incroyable, le tracteur ne forçait pas du tout, la terre elle se faisait très facilement ». Voilà pour l'exemple salade. Si vous le voulez bien, je peux enchaîner sur le melon. Hein? La tomate, il y avait encore la paille à sol. Oui, il y avait encore cette paille en surface. Oui, il y a lié toujours. Enfin, elle disparaît progressivement. Donc, deuxième cas qui est formidablement intéressant, c'est la question d'envisager le melon sur sol vivant. Le pourquoi s'y intéresser pour l'agriculteur, les travaux du CTIFL avec Invigno, le CEHM, l'APREL, le CEFEL, j'en oublie, l'APEL. Il y a des travaux qui ont été faits sur l'impact de certains engrais verts pour la lutte contre la fusariose du melon, qui est une maladie destructive, c'est une maladie vasculaire qui tue la plante avant la fin de la récolte. Et quand le sol est contaminé par ce champignon, il est un peu perdu à la culture du melon, sauf à faire des variétés tolérantes, et on n'a pas beaucoup de variétés tolérantes, ou sauf à greffer le melon sur des variétés parfaitement résistantes, qui coûtent 1 800 € de l'hectare. Autant dire que une nouvelle agronomie qui permettrait de se dire on va avoir une nouvelle approche qui permet de maîtriser cette maladie, n'importe quel producteur de melon y voit un intérêt évident en disant ah bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour en arriver là, hein? Voilà. Donc il y a eu un projet qui a été développé par le CTIFL qui s'appelle Vasculeg, où ils ont testé un certain nombre de techniques alternatives pour lutter contre les champignons du sol, et notamment fusariose et verticilliose. Et parmi les travaux qu'ils ont faits, il y a eu de l'apport de BRF. Je vais sans doute oublier des choses, mais il y a eu apport de BRF, il y a eu test de différentes plantes de service engrais verts dans un but de réduire la pression de la maladie, et aussi des emplois d'SDN ou de ce genre de choses. Et donc, il faut bien me comprendre, je rapporte ici un excellent travail qui a été fait par le CTIFL et toutes les antennes régionales qui ont fait ce travail. Là, ce que j'apporte en plus, c'est de dire, bon, bah, maintenant qu'on a ces infos, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on teste pour arriver à donner un itinéraire à l'agriculteur qui soit intéressant. Donc, le CTIFL a démontré, sur melon, mais aussi sur d'autres cultures, que les taux de matière organique élevés étaient gênants pour la fusariose du melon. Voilà, les tests de BRF ont même été spectaculaires en montrant qu'il n'y avait pas de fusariose quand on faisait du melon sur un BRF apporté l'automne précédent. Voilà, alors le CTIFL a démontré un effet assainissant de plantes d'engrais verts de service, hein, donc la veste velue.
Alors finalement, ils ne sont pas sûrs que c'est que la vesse velue, mais que ça peut aussi être la vesse pourpre et la vesse commune, en attendant la vesse, et le radis fourragé, pour leur impact intéressant, à savoir que c'est des tests in vivo, hein, ils ont fait pousser ces engrais verts, même s'ils n'ont pas trop bien poussé dans certaines stations, le melon qui a poussé derrière avait moins de maladies dans les carrés où l'engrais vert était utilisé que là où on était en sol nu. Donc on a des résultats qui sont fiables d'un point de vue statistique. Donc, à droite, une photo de ce qu'on fait en termes de préparation de sol classique dans le sud-est, mais c'est probablement valable un peu partout en France. Hein, c'est labour d'automne et éventuellement une prébute qui sert à drainer un peu le sol pour faciliter la reprise au printemps. Et à gauche, depuis que j'ai appris que la vesse avait un impact, de dire on va conseiller de la vesse. Alors, vesse, parfois mélangée avec du seigle ou de l'avoine, qu'on sème en automne. Le CTIFL de Balandran a été le premier à nous montrer comment il fallait travailler. Et donc, on a suivi. Dans le cadre de mon suivi, on est passé de 0 à environ 300 hectares d'engrais verts sur les 1500 hectares de melons que je suis. Donc, ça progresse d'année en année et les agriculteurs font remonter des gros avantages en termes de facilité de préparation de sol, grâce justement au travail des racines des engrais verts. Donc sur la photo de droite, la conséquence de laisser ce sol nu dans le sud-est, où c'est une région plutôt douce, c'est qu'on est envahi par le rais gras et donc on a 1 ou 2 glyphosates qui sont faits en général, si ce n'est pas 3 pour les cultures plantées les plus tard. Et sur la gauche, un exemple de cette année où il y a eu, dans ce cas-là, une vesse orge, où le côté gauche n'a pas encore été détruit, le côté droit a été détruit avec du rotalabour, si je me souviens bien, donc quand même on travaille la terre. Donc voilà les deux systèmes. Sur le côté droit, alors ici, sur ces deux photos, c'est dans les tests qu'on fait dans la simplification du travail du sol. Sur la gauche, c'est une photo que j'ai prise au CTIFL de Balandran, à côté de Nîmes, où derrière leur engrais vert, et ça a été détruit par un coup de rotalabour, et le travail du sol se fait ce que j'appelle le strip-till. Alors peut-être que les puristes me diront qu'on ne peut pas l'appeler comme ça, mais en tous les cas, il n'y a que la planche de melon sur environ 1 mètre de large qui est travaillée en profondeur, sur une profondeur de 30 à 40 cm, avec une dent, avec des ressorts comme ça. Hein. Bon, c'est l'actisol, mais bon, il y a plein de dents qui vont bien. C'est des dents avec des débits importants de terre, ce qui fait qu'on a très peu de problèmes de bourrage avec ce type de dents dans nos conditions. Sur la droite, la photo de droite, j'ai demandé à des agriculteurs qui sont dans la démarche de dire et si on attaquait directement à l'actisol dans le couvert végétal. Ils m'ont dit mais non, ça ira pas, ça va bourrer. J'ai dit essaye quand même, je crois que ça va passer. Et en fait ça passe très bien sans bourrage et ça présente un énorme avantage. Ça permet de faire un travail de sol profond et localisé alors que le couvert végétal est déjà installé. Et on a vu, après ce passage, une relance de la croissance du couvert végétal qui était intéressant, avec beaucoup de racines qui se sont relancées. Voilà. Dans la méthode classique, en bas à droite, hein, on prend le sol nu qui a été, donc j'avais dit, labouré en automne, avec 1 ou 2 glyphosates en général, et après on finit à la fraise buteuse, hein, au cultirato. Et sur la gauche, voilà le travail qu'on obtient avec soit rotalabour, soit un enfouisseur. Hein, donc on est malheureusement toujours sur du travail du sol, mais le travail du sol est ici largement simplifié. En attendant le test de l'année prochaine où, grâce au bon broyeur qu'on a acheté, où on essaiera de dérouler le plastique directement sur du sol qui n'aura pas été travaillé du tout. On fera quelques lignes pour voir ce que ça donne. Mais donc là, vous voyez la technique classique pour la culture du melon, c'est qu'on déroule un paillage. En dessous de ce paillage, il y a un goutte à goutte. Et donc, c'est arrosé comme ça. Le paillage réchauffe le sol, gêne les mauvaises herbes et limite un petit peu l'évaporation pendant la culture. Voilà. Donc ici, on est à Bastia, en Corse, chez l'un de mes clients, qui a été le premier à développer cette façon de faire et à voir bien avant tout le monde, enfin c'est moi qui lui ai fait remarquer, que la fusariose avait disparu de chez lui. Donc c'est une exploitation qui fait
du melon 1 an sur 2. Donc pour les gens qui connaissent le melon, c'est quelque chose complètement déraisonnable. Et il a engagé, il doit y avoir maintenant 11 ans, une démarche de dire on en a marre de labourer dans la boue. Bastia, c'est une zone où il pleut souvent finalement. Et donc nos sols ne sont pas bien. Ils avaient entendu parler de Bourguignon, hein, qui prêche pour un grand respect du sol. Et donc ils ont décidé d'agir autrement dans la méthode que je vous ai dit précédemment. Au fil des années, alors le coup de chance ou de génie, mais on va dire que c'est de la chance, même si l'agriculteur est génial, c'est que l'engrais vert qu'il a décidé de mettre tous les ans, c'est de la veste. Veste à avoine diploïde tous les ans, et d'année en année, la fusariose a disparu, et la verticilliose aussi, qui est notre champignon du sol, qui est gênant en culture de melon précoce. Voilà, donc là vous avez des melons qui sont cultivés, il y a dû avoir 15 melons en 30 ans, et avec des cultures, quand on a l'habitude, là on voit que c'est une culture qui est impeccable, qui n'est pas du tout surfertilisée, bien au contraire, et qui donne d'excellents résultats techniques, économiques et en termes d'aspect sanitaire. Voilà, et donc on arrive à la récolte des melons. Voilà, donc cet agriculteur par hasard, il valide complètement les travaux du CTIFL qui montrent qu'il y a des plantes de service qui sont extrêmement intéressantes. Et pour moi, c'est du petit lait, hein, parce que moi qui voulais trouver des arguments pour apporter aux agriculteurs l'envie d'aller vers l'agriculture de conservation, j'ai un argument choc en disant si vous faites comme ça, vous pourrez faire du melon un peu plus souvent que ce que vous faites et vous pourrez trouver des terres plus facilement pour cultiver le melon en ayant la capacité de les garder saines. Voilà. Donc, pour résumer, hein, mon client en Corse, il a 10 ans d'expérience positive avec engrais vert tous les automnes de Vesse avoine en semi-direct. Il a un semoir à semi-direct en destruction de l'engrais vert. Lui, il le fait au cover crop et ensuite passage d'actisol, butage, la culture du melon et vite derrière un engrais vert semé et arrosé s'il le faut. Il fait des engrais verts cultivés. Hein, donc, les plantes de service, ces engrais verts, ils sont soignés, ils pourraient même, s'il le faut, être fertilisés, mais l'engrais vert étant la base finalement du respect du sol et de la réussite de la culture suivante. Hein, ce qu'on dit en agriculture de conservation, c'est que si la plante de service, la culture intermédiaire est bien, la culture suivante sera bien aussi. Hein, voilà. Et donc, il obtient des résultats, 30 tonnes hectares pour du melon, c'est très bien. Et à signaler au passage que son taux de matière organique, il a pris 1% en 10 ans, analyse à l'appui. Voilà. Donc moi je fais un résumé ainsi pour la culture du melon, que la réduction du travail du sol remplacée par des engrais verts qui génèrent une augmentation du taux d'humus réduit la pression de la fusariose du melon et réduit fortement les effets qu'on appelle de fatigue de sol, c'est-à-dire que quand vous faites une culture régulièrement, les rendements diminuent, même si on n'observe pas de pathogènes visuellement. Et donc c'est ce qu'on observe avec cette approche. Voilà, donc je resalue encore le travail du CTIFL et de tous les centres expérimentaux qui ont partagé, qui ont travaillé à ce sujet. Voilà. Et un salut aussi au site agriculture de conservation, que je remercierai jamais assez de m'avoir fait découvrir l'agriculture de conservation des sols. Voilà.